Madame, Monsieur, bonsoir. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes de nouveau au Refuge du Roi qui nous accueille pour cette émission qui nous permettra donc de décrypter l'actualité sportive au Bénin, au-delà des frontières africaines et pourquoi pas sur la scène internationale. D'ailleurs, la finale de la Coupe du Monde des clubs a été donc disputée et à l'arrivée, c'est Chelsea qui a remporté le plus prestigieux trophée en battant le Paris Saint-Germain par le score de 3-0. Nous y reviendrons véritablement. Nous parlerons également de l'élimination des juniors béninois qui ont pris part à la compétition de leur niveau d'âge, donc l'Union des fédérations ouest-africaines de football, et qui quittent par la petite porte la compétition. On en parlera également sur ce plateau avec deux éminents confrères qui sont également sur ce plateau. À ma droite, Mathias Kombou, expert de la Fédération internationale de Maracana, journaliste, reporter sportif. Mathias Kombou, bonsoir. Bonsoir Modeste Adouanou, bonsoir téléspectatrices, bonsoir téléspectateurs, bonsoir le sport béninois, bonsoir le sport africain et bonsoir le sport mondial. En face de vous, votre compère, votre ami et pourquoi pas votre camarade de tous les temps, que nous recevons, nous avons la joie au cœur de le recevoir également sur ce plateau. Oui, il s'appelle Patrick Novidé. Oui, Patrick Novidé. Oui. J'ai eu du mal à garder le nom de famille, mais Mathias Kombou m'a aidé à me rappeler véritablement de ce nom de famille-là. Patrick Novidé, c'est-à-dire Patrick, le frère de l'autre. Oui, si c'est bien ça. Si c'est bien ça, oui. Alors, c'est un plaisir de vous avoir ici au Refuge du Roi. Merci, Patrick, bonsoir. J'ai l'habitude de vous appeler affectueusement grand frère parce que voilà, vous êtes pour moi une référence à la matière. Vous êtes l'icône et je pense qu'on va vous célébrer de votre vivant. Donc, c'est un plaisir de partager le plateau avec vous, grand frère de valeur. Je sais que vous-même, vous avez de la valeur dans la substance grise, véritablement, ce que vous allez nous permettre d'en bénéficier. Vous allez nous permettre d'en bénéficier tout à l'heure. Mathias Kombou, personne ne s'y attendait. Le Paris Saint-Germain a été battu 3-0 déjà après les 45 premières minutes. Et finalement, c'est Luis Enrique qui s'illustre de façon négative. Mais lorsque nous allons sur le grand rectangle, personne ne s'y attendait. Mathias Kombou. Non, personne ne s'y attendait. C'est le charme de ce sport qu'on appelle le football. Tout le monde voyait Paris gagner haut la main ce trophée, alors que tout doucement, Chelsea a bien préparé sa chose. Paris a été battu sur le terrain sur lequel il fait sa gloire, le contre-pressing. Ils ne l'ont laissé aucun répit jusqu'à la fin de la partie. Les Parisiens étaient venus auréolés de leur titre continental. Ils ont battu le Bayern, ils ont battu le Grand Real, tapis rouge, on ira chercher le trophée. Mais Chelsea, en bon outsider, a bien préparé son coup. Après le premier but, tout le monde se disait, bon, c'est fini, ils ont provoqué les Parisiens, ils vont prendre la valise. Le deuxième but est arrivé. Il y avait encore des gens qui étaient dubitatifs. Mais quand le troisième est arrivé, la messe était déjà dite. Et Paris peut passer à autre chose. Le silence de cathédrale. Paris peut passer à autre chose. C'est aussi ça le football. Oui, c'est aussi ça le football. Mathias Kombou, vous avez fait une bonne lecture de cette finale. Patrick Novidé, les statistiques qui ont été affichées au cours de cette rencontre, c'est différent. Et différent autant pour moi parce qu'on parle d'une statistique, ont été en la faveur de cette équipe du Paris Saint-Germain, mais bizarrement, on n'a pas compris sur le grand rectangle, c'est Chelsea qui a conclu véritablement et très bon cette finale. Vous savez, ce match, ça me rappelle deux figures emblématiques dans le coaching du football mondial. Je veux parler de Pep Guardiola et de José Mourinho, spécialement. Vous savez, aux plus grandes heures de gloire de ce football barcelonais et catalan, la possession était totale. Et il a souligné, lorsque vous perdez le ballon, 5 secondes après, c'est ça, le contre-pressing, les Allemands prennent le Gegen, et vous devez reprendre le ballon. Donc la possession, Mourinho est venu remettre en cause ce paradigme-là. On vous laisse le ballon, mais on vous porte l'estocade à la première opportunité. Je pense que ça a été appliqué à la lettre par cette équipe de Chelsea, parce que quand vous regardez les données, comme vous venez de le souligner, si la possession devait être victoire, c'est haut la main pour Paris. Et l'autre élément que je voudrais souligner par rapport toujours à cet aspect des statistiques est que ça me remonte un peu en arrière lors de cette demi-finale entre justement cette équipe de l'Inter et de Barça pour dire que le football reste une science totalement aléatoire. Et donc du coup, vous avez aujourd'hui peut-être
je vais dire, des bases solides, vous avez des prérequis, vous avez des préceptes qu'on peut appliquer aux jeunes dans les centres de formation. On peut apprendre beaucoup de choses aujourd'hui dans le football moderne, mais le rectangle vert, comme vous l'avez souligné, a sa réalité à lui, et il faut ajouter en plus de ça la détermination. Lorsque vous êtes en face d'un adversaire qui se dit qu'il n'a rien à perdre, et ça donne ce qu'on a eu là. Donc, c'est de la magie du football. Et donc, vous savez, sous monsieur, lorsque je vous suivais sous les ondes tout petit et je vous admirais, il y avait une expression qu'on utilisait souvent au niveau des confrères: dominer n'est pas gagner. Voilà, je le rapporte ici. Dominer n'est pas gagner. Vous avez entièrement et totalement raison. Eh bien donc, Mathias Kombo, les Parisiens doivent descendre de leur piédestal. Il y a des choses qu'il faut refaire et parfaire véritablement dans cette équipe-là avant que l'autre Champions League ne démarre, puisque là, le temps a été donné par cette équipe de l'Angleterre, Chelsea. Personne ne s'y attendait à ça. Moi-même, je suis resté dubitatif. 3-0, c'est quand même beaucoup pour une finale. Non, en fait, c'est la charge énergétique, la charge émotionnelle et tout ce que Paris a vécu au cours de la saison. Il y a des journalistes sportifs français qui ont dit que c'est le trop plein. Et bien donc, dans les jambes de ces joueurs du Paris Saint-Germain, c'est ce trop plein là qui a été à l'origine donc de cette finale perdue face à Chelsea. Je ne sais pas si vous partagez cette assertion en bon connaisseur. Non, c'est un aspect de la question. Paris voulait clairement ce trophée. Paris a misé lourd pour finir en beauté cette saison, démarrer avec déjà tout ce que vous savez. Il reste une dernière randonnée avec Tottenham, la Super Coupe d'Europe. Oui. Ils ont 3 semaines pour se préparer, revenir. Mais dans la réalité de ce match, Paris a perdu cette rencontre dès la première seconde de l'entame. Et les joueurs de Chelsea sont venus les prendre jusque dans leur surface de réparation. Ce que Paris fait aux autres. Et ils les ont pris à la gorge de la première seconde à la dernière minute de partie. Donc, Paris n'a pas trouvé la capacité de se remettre, de développer son football, de se remettre rapidement de ce football qui est sa façon de jouer. Enrique a fait toutes les gymnastiques possibles, mais le serpent a été déjà pris par la tête. C'est la queue qui bougeait et il ne s'attendait pas à ce scénario-là. Très bonne fille. Vous avez une figure de style absolument remarquable. J'étais avec le patron du Refuge du Roi et qui bougeait beaucoup. Nestor Kiloko. Qui revenait. Un Parisien bon terme. Quand il revenait, il me dit quelle est la situation ici? 1-0. Quelle est la situation? 2-0. 3-0. Ah, là, ça devient sérieux. Parce qu'en ce temps, tout le monde voyait que Paris avait le dos au mur. Donc, comme vous l'avez dit, plutôt ça ne remet pas en cause ce que Paris s'est fait. C'est une leçon que Chelsea est venu leur donner et ça doit permettre à l'équipe de connaître une nouvelle avancée dans sa façon de jouer. Et quand on commence, il ne faut pas laisser l'adversaire reprendre. Dès que Chelsea a commencé à jouer au haut, les Parisiens n'ont jamais eu la possibilité de balancer. Ils ont voulu tout le temps conserver le ballon oui. Et les adversaires ont pris le ballon. Et au milieu de terrain, vous avez Enzo et j'oublie le nom, qui ont pris. Moi, je n'ai pas gardé le nom de mes adversaires, puisque les joueurs de celle-ci étaient mes adversaires le jour-là. Je n'ai pas gardé des noms de ce côté-là. Ils n'ont laissé aucune possibilité à Dembélé, à Doué, qu'on sort. Donc, Paris a été pris dans son propre piège. 45 premières minutes de jeu, les statistiques que Mathias Kombo nous ont montré que Paris n'a tiré qu'une seule fois au but. Oui. Et c'est ce que les statistiques nous ont montré. Oui, vous avez suivi cette équipe, mais quand même une équipe qui marquait beaucoup de buts et qui, curieusement, en finale, n'arrive même pas à tirer vers le gardien de but adverse. Ça pose problème. La thèse est remise en cause complètement. Contrairement à Mathias, je commence par dire que le parcours de Chelsea à un niveau inférieur est similaire à celui de Paris. Ils ont eu la quantité, la même charge, puisque Chelsea a fini par gagner la coupe de la Ligue Europa. Conférence. Et donc, ils ont autant joué
Et j'ajoute à cet aspect des choses qui est qu'il faut relever qu'aujourd'hui, au haut niveau, vous le savez très bien, on n'a plus une équipe qui présente la fatigue, pour dire en termes clairs, comme élément handicapant. Non, pas du tout. Vous avez peut-être un effectif de 30 joueurs, mais sur les 30 joueurs, vous avez peut-être un complément de 6 qui fait l'équipe, mais vous avez 2 équipes type de 11 joueurs où les remplaçants valent les titulaires. Et donc, lorsque la fatigue s'installe, la sciatique s'installe dans les muscles et que ça ne va pas, votre remplaçant est là pour faire le job. Et donc, je bats en brèche cette thèse qui dit qu'ils en ont trop fait. Qu'ils vous souviennent, c'était un gros challenge parce que Paris avait prévu 7 trophées à la fin de cette saison, si vous comptez, comment on appelle, la Super Coupe d'Europe. À la reprise de la saison, ils vont jouer contre le 2e en France, et le trophée de la Ligue, ainsi de suite. Donc, c'était inédit ce qu'ils voulaient réaliser. Pour moi, la barre était très haute et Luis Enrique, pour moi, a surfé sur cette victoire de la Champions League. Puisque nous avons mené le débat dans les couloirs entre les confrères, qu'ils vous souviennent, lorsqu'on avait entamé cette campagne de la Champions League, Paris était en difficulté dès le départ. Dans les départs, lors des matchs, ils étaient proches de l'élimination. Alors, cette équipe s'est sublimée, s'est transcendée. Mais vous savez, lorsqu'il y a la sublimation, il y a la transcendance, c'est souvent circonstanciel et factuel, cher Modeste. Et donc, pour moi, Paris est en train d'installer quelque chose qui, pour moi, n'est pas nouveau. Barcelone l'a fait, je l'ai dit tantôt dans ma première intervention. Ils ont apporté l'efficacité d'un certain nombre de joueurs, Dembélé, Doué et autres, qui ont fait la différence. Mais quand ces joueurs-là sont pris, comme il a dit, à leur propre jeu, et que vous avez devant des jeunes joueurs prêts à faire le double de ce que ferait, moi je ne sais pas, un Olivier Chouameni, d'ailleurs parce qu'il faut vendre du Real. Quand vous avez des jeunes joueurs qui sont prêts à faire le travail, le job, vous avez ce résultat-là. Et donc, sans remettre en cause tout le travail qui a été fait, je continue de croire que Paris est arrivé à une étape où ils ont rencontré tactiquement plus fort. Et donc, il a dit, j'emprunte ces mots, il n'a pas su innover, il n'a pas su réinventer, et pour finir, il n'a pas eu forcément les profils pour couper les lignes, pour renverser la tendance. J'ai eu des analyses pointues. Mais plutôt, oui. Quand vous jouez en Europa League Conférence, et vous rencontrez, sans faire un jeu à cette équipe, Slavia de Prague, Dynamo de Zagreb, de Fujol, là, ou bien les clubs d'Azerbaïdjan, c'est pas la même intensité. Mais c'est quand même c'est pas la même intensité. Première chose, Paris a passé en revue. Allons-y vite, on va Paris a passé en revue toute la première ligue. Et celle-ci n'est pas dans le top 5. D'accord. Sur un match, Paris a gaffé, mais tout ce qui a été mis en place n'est pas à. Voilà. Et la saison prochaine, Paris s'aligne encore comme un candidat sérieux à sa proche succession. Merci. Si nous ne prenons pas garde, nous allons finir donc cette émission avec ce seul sujet-là, puisque là, il fallait donc parler aussi de cette gifle de Enrique qui véritablement a perdu un peu son sens de responsabilité. On va y revenir, Mathias Kombou, forcément, quand les sanctions de la Fédération internationale de football... sont déjà sorties d'ailleurs. Ah, alors là... C'est une amende. Alors là... C'est une amende. À une amende qui a été donc infligée à... Une amende pécuniaire. Oui, qui a été infligée donc à Luis Enrique. Oui. Bon, les Qataris ont certainement mis les petits plats dans les grands et ça, il faut l'avouer sur ce plateau. Deuxième sujet, avec votre permission, on allait donc quitter les États-Unis pour atterrir à Accra où les Béninois ont été tout simplement petits dans leurs souliers dans cette compétition ouest-africaine de football. Ils ont été purement et simplement chassés de la compétition. Mathias Kombou, les juniors n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il fallait dans cette compétition-là. 3 choses. Nous sommes à notre place. Deuxièmement, l'improvisation n'apporte pas grand-chose. Troisièmement, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pourquoi Degueno n'est pas là aujourd'hui? C'est lui qui a conduit l'équipe à des paliers qu'on a connus. C'est lui qui a fait que nous avons des juniors dans l'équipe A aujourd'hui. L'improvisation, parce que pour certains membres de la fédération, l'équipe junior n'existe pas. Quand vous payez l'entraîneur de l'équipe A et que celui qui suit, qui forme, lui, il n'a que des primes, vous êtes en train de préparer quel avenir pour ce football? Battu 4-1 par le Nigeria, oui. On pensait que le Bénin allait se remonter. Oui. Le Bénin allait se remonter. Ils ont pris encore un but face au Ghana éliminé.
Est-ce que ce sont les joueurs? Je ne dis pas que c'est ainsi. Est-ce que ce sont les joueurs qui méritent d'être là, qui sont là? Est-ce que le sélectionneur avait toutes les cartes, avait toute l'expérience? Pourquoi ne pas continuer avec celui qui était là, lui donner les moyens, aussi bien matériels que financiers, pour qu'il continue le job? C'est au Bénin qu'on voit ces genre de choses. Oui, il n'y a qu'au Bénin qu'on trouve ces genre de choses-là. On est prêt pour donner des dizaines de millions à ceux qui ont la peau blanche, qui n'ont pas de boulot chez eux. Mais quand c'est les Béninois qui sont aux affaires, on est prêt pour leur rendre la vie difficile afin que ceux-là, véritablement, n'arrivent pas donc à se surpasser. Oui, Patrick Nombidé, vous avez suivi également la prestation de cette équipe donc du côté de la République ghanéenne, le chantre du football africain dans ces années-là. Les Béninois ont fait pied de figure, ils ont été tout simplement renvoyés à la maison. Oui, renvoyés à la maison, ce n'est pas surprenant. Mathias a crevé l'abcès sous un aspect sans aller peut-être au fond. Un bon analyste. Oui, oui, qu'il vous souvienne, il y a de cela quelques mois chez Modeste, il a été dit que on doit séparer les cahiers de charges. Vous êtes sélectionneur, vous ne devez pas être à la tête d'une équipe. Et puis bon, voilà, c'est le grand toilettage. Mais dans le même temps, vous avez tout un staff autour d'un sélectionneur aujourd'hui qui joue de grands rôles. En réalité, le sélectionneur, il vient mettre le puzzle en place. C'est les assistants, le préparateur physique, les coachs adjoints, on lui fait la tactique, on lui donne l'état de forme des joueurs, et puis voilà. Mais vous avez tout autour donc, de ce personnage-là des personnes, des pères de famille qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur. Donc, en sélection A, tout est fait aujourd'hui pour que les joueurs se sentent bien, que le staff se sente bien. Pourquoi l'antichambre de cette sélection, les encadreurs ne devraient pas se sentir bien? Non, non, non. Dans la sélection A, les enfants de la soustration frauduleuse, ils ont l'occasion de se mettre plein la poche, donc vous comprenez aisément. Bien sûr. Donc, du coup, on ne peut pas vouloir une chose et puis son contraire. Et on a dit depuis des lustres que la formation à la base reste la clé pour sortir. Et j'ai suivi Gernot Rohr tout dernièrement qui disait que sa politique en arrivant, c'est d'intégrer de nouveaux joueurs. Ces nouveaux joueurs-là viennent d'où? On les cueille pas sur le manguier. Ils viennent donc de cette équipe A' où ils sont formés et bien formés. J'insiste là-dessus, bien formés justement pour dresser le lit à leurs congénères qui vont suivre. Malheureusement, il y a une forme de gestion de cette équipe où ce staff-là est livré à lui-même quand il s'agit des compétitions. Et puis c'est à la veille des compétitions qu'on les rassemble. On va prendre quelqu'un qui a peut-être marqué 2 buts dans les montagnes de Banikwara, un autre dans la vallée de Lomé qui a fait 5 centres. On ne sait pas les critères qu'on utilise, on les met ensemble et puis allez, c'est le va-t-en-guerre. Qu'il vous souvienne, le sélectionneur adjoint Moussa Latoudi qui disait, j'étais outré, qu'on m'en excuse, qu'il a pris un joueur parce qu'il est grand de taille. Voilà, c'est des choses comme ça que l'on entend. Au niveau de la sélection A', on prend un joueur parce qu'il est grand de taille, je ne sais pas à quoi cela arrive. A', c'est les U23. Ah, les U23, voilà, les U23, on est au niveau des U23. Donc, c'est pour vous dire que lorsque on descend du palier donc de la sélection A, c'est toute une cacophonie, c'est tout un mélange où les choses ne sont pas faites comme cela devrait se faire. Alors qu'en réalité, c'est au niveau des bases qu'il faut structurer véritablement. Il faut mettre les moyens qu'il faut pour avoir une équipe A véritablement. En fait, c'est ça, parce qu'on ne vient pas en équipe A pour apprendre à contrôler le ballon. Jamais. On n'est pas en 4e division, quelque part caché dans un coin en Europe pour venir en sélection nationale. Il ne faut pas payer des billets d'avion à ceux qui sont esclaves dans la journée et dans la soirée ils jouent quelques minutes pour dire qu'ils sont footballeurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut aligner près de 4-5 équipes. Les A ont commencé par faire la pagaille, on les a jetés quelque part. Et l'équipe qui est l'équipe championne d'Afrique aujourd'hui, c'est les disciplinés. Donc, au Bénin, on va chercher les joueurs. Le Bénin a même fait une publicité pour aller chercher ces joueurs de par le monde. Vous êtes où? Venez jouer pour le Bénin. Vous êtes des Béninois, venez jouer. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train d'être installé avec le duo Degueno Mathias et Luc Comlan René. Et on a vu ce que ça a donné. Regardez le nombre de jeunes que nous avons aujourd'hui. Il fallait pérenniser ça sur la distance. Et leur donner les moyens pour véritablement s'asseoir. Je ne peux pas laisser le club qui me paye gros et venir m'asseoir dans une sélection nationale où on ne paye pas. Où il n'y a que des primes. Et ce sont les primes que les joueurs prennent, que vous prenez. Et vous avez peut-être 3 matchs l'année, et vous laissez
il faut leur dire... Alors que vous avez une famille, vous avez des enfants, vous avez des gens qui sont autour de vous. Vous dites que vous êtes sélectionné pour venir au terrain, vous êtes sur moto, vous êtes sur scène. Il faut simplement leur faire un contrat en bonne et due forme. Sélectionneur qui viendra dire, donnez-moi un peu. Ça ne doit pas être ça. Non, non, ça ne doit pas être ça. Et lorsqu'on regarde la sélection A est sur une tour d'ivoire quelque part et les autres sont au sol ici. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont ces sélections qui constituent l'avenir du football. Mathias Kombo, les gens ne vont pas nous aimer, mais nous allons continuer de dire la vérité. Non, mais quand tu dis la vérité, et il faut mieux dire la vérité, ne pas te faire aimer et aider ton pays à ce que les choses changent. Voilà. Merci à vous. Eh bien, le second sujet étant terminé, nous allons aborder, Mathias Kombo, eh bien, la descente. Mais avec cette descente-là, nous parlerons des passeports qui désormais sont institués, eh bien, donc, par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Eh bien, si vous n'avez pas de passeport désormais, vous ne pouvez plus évoluer dans les championnats, en tout cas les championnats d'élite, première, deuxième division et pourquoi pas, eh bien, les divisions inférieures. Mathias Kombo, eh oui, la rénovation, d'accord. Mais renouveler pour renouveler, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, Mathias Kombo? Je veux avoir votre avis en tant que très bon consultant. Non, en fait, l'objectif de la fédération, c'est d'éviter que ce que les gens dénoncent, que nous entendons, les fraudes par rapport aux Nigériens, aux Nigériens, un peu partout, cessent. Mais moi, j'ai réfléchi à la chose. L'Afrique est un peu uniforme, première chose. Deuxième chose, les Béninoises, surtout les filles, ne sont pas encore prêtes pour jouer au football. En attendant, allons chercher la valeur sûre. On ne peut pas avoir un grenier comme le Nigeria à côté et fermer les frontières. Ces filles constituent des éléments sur lesquels le football béninois peut se constituer. Le football béninois dans sa dimension féminine. Surtout, je parle du football féminin. Oui. Parce qu'on n'entend pas tout ce qu'on entend, le Bataclan du football féminin au niveau du football masculin. Quoique le problème soit toujours là. Donc, on ne peut pas avoir le Nigeria à côté et dire, dans un pays où c'est le Akawé, et dire qu'on va laisser ces filles-là ne pas venir. C'est à cause de ça. Et quand on parle de passeport, le système du passeport, pour faire le passeport à des filles qui jouent en D2, le processus est très compliqué parce que des filles qui n'ont pas encore l'âge requis, il faut l'autorisation parentale, il faut beaucoup d'éléments qu'il faut jouer. Encore qu'il y en a dedans qui n'ont pas date de naissance à l'origine. À l'origine. Parce que nés au village. Au village. L'autre chose aussi est que les pays qui ont fait et ont réussi, est-ce qu'on ne peut pas copier ce qui se passe dans ces pays? C'est moi mon problème. Est-ce que c'est le passeport, le problème que le football béninois a aujourd'hui? Ils n'ont plus rien à faire. Comment faire pour que le champion du Bénin puisse avoir une enveloppe financière plus élevée? Comment faire pour qu'on puisse former les joueurs à la base? Tout ce qu'il y a là, ce n'est que ça que la fédération a fait aujourd'hui. Il me semble qu'il laisse l'essentiel et ils font fausse route. Moi, je vais appeler ça simplement pour finir une sortie de route et la catastrophe est à côté. Moi, je vais simplement dire que dans le fond, la problématique de la traçabilité des joueurs, les questions d'âge, trafic de pièces, font qu'on en arrive à cette décision. Mais vous l'avez souligné, pour passer d'une échelle à une autre, il ne faut pas faire du coq à l'âne. Il faut qu'il y ait de la transition, de la cohérence dans ce que nous faisons. Le football, sous nos cieux, surtout à la dimension féminine, est encore très lavère. Et il faut savoir raison garder pour faire. En fait, ce qui me dérange un peu dans cette problématique, c'est le jeu des intérêts. J'ai mon équipe, Mathias a son équipe, pour peu qu'on m'élimine à la porte de l'antichambre pour accéder à la division supérieure, c'est des réserves partout, des réserves par-ci. Donc, on prend les mêmes, c'est le toilettage, la structuration, mais il faut commencer à la base. Vous avez le sentiment qu'il y a des règlements de compte en bas là-bas. Oui. Il y a des règlements de compte en bas qui peuvent à l'horizon. Très bien, ce sont des règlements de compte et je vous suis très bien. Un championnat où, lorsque vous prenez la cartographie des équipes, plus de la moitié appartiennent à des présidents ou des vice-présidents de fédération, c'est de l'anomalie totale et on veut profiter pour régler des comptes. Le passeport,
aller produire le passeport comme une pièce pour jouer au foot, pour moi, c'est pas un processus. Le passeport est l'aboutissement de tout. Par exemple, nous avons le CIP, qui est le certificat d'identification personnelle, qui est une pièce qui démarre aujourd'hui la traçabilité en matière d'âge et tout et tout. On passe à la case CEDEAO et après au passeport. Je pense qu'on peut commencer par ces pièces-là qui établissent désormais l'âge de quelqu'un. Vous avez dit quelqu'un qui quitte le village, qui n'a pas de pièce et qui vient, on va voir un juge avec des témoins, on lui fait un, comment vous dites là, on lui fait un jugement supplétif et sur la base, il fait son acte sécurisé et il a un CIP avec une identifiée. Et donc, la question de la traçabilité. Mais lorsque vous allez découvrir des valeurs, par exemple au Nigeria, au Niger, au Togo, des valeurs qui n'ont aucune pièce et vous les ramenez à Cotonou, le processus sera fait comment? Il faut que les gens au niveau du comité exécutif de la fédération nous expliquent comment ça va se passer pour que ces filles-là puissent être intégrées dans le football béninois parce que nous avons besoin des valeurs féminines pour permettre aux valeurs féminines béninoises aussi de véritablement grandir. Je ne sais pas si je me trompe. Non, vous avez parfaitement raison. Lorsque vous prenez une fille à Kara dans le nord du Togo qui est talentueuse et qui a peut-être 15 ans, talent précoce, vous l'amenez ici pour le mettre dans le vivier et vous demandez à ses parents qui plantent de l'igname au flanc des montagnes là, de vous envoyer son passeport. Qui sont dans un bananeraie. Dans une bananeraie, ça pose problème. Moi, dans le fond, la problématique de la traçabilité des pièces à jour, je ne suis pas contre. Mais dans la forme, il faut y aller avec à dose homéopathique, il faut un certain dosage, il faut une certaine cohérence pour que les actes que l'on pose puissent être appréciés à leur juste valeur. Il ne faut pas profiter donc des questions de on m'a battu pour régler des comptes et demander, même nous autres, la question du passeport dans les habitudes, cher Modeste, ce n'est pas une pièce. Vous avez pris l'avion, il en a pris ceux qui ont l'opportunité de voyager beaucoup. Ils sortent cette pièce-là, mais dans le commun des mortels, ce n'est pas une pièce qui est accessible qu'il faut faire sur un coup de vent. Donc, raison gardée pour ces autorités-là de revoir un peu la copie et surtout de penser bien les réformes avant de les mettre sur le tapis. Merci à chacun de vous. Cette émission tire donc à sa fin. J'ai été véritablement comblé par deux prestations formidablement remarquables sur ce plateau. À ma droite, le seigneur Mathias Kombou, qui est resté suffisamment égal à lui-même, et en face de lui, un disciple qui véritablement est donc à sa hauteur aussi. Merci bien donc pour ce plaisir que vous avez procuré à nos téléspectateurs. Nestor Kilokou, le patron de Refuge du Roi, notre ami Anissé Aglossi, que j'ai titillé un tout petit peu tout à l'heure, il a également... c'est de bonne guerre, c'est amical. De bons amis. De bons amis. Oui. Tout à l'heure, nous allons véritablement trinquer avant donc de prendre congé. C'est un appel de pied. Hein? Tout à fait un appel de pied, il le sait mieux que moi. Et je profite pour ne pas vous couper pour dire que je n'ai pas souvent l'opportunité de le faire. Mathias Kombou, au-delà du fait que c'est un grand frère, et c'est bien lui qui m'a mis sur cette voie donc, du journaliste sportif. C'est lui qui m'a tendu la main, qui m'a tracé. Je n'ai pas l'habitude de le célébrer souvent. Je profite de ce plateau exceptionnel pour le célébrer. Merci. Merci à toi aussi, Patrick Novidé, pour ce franc-parler responsable. Il y en a qui n'ont pas ce franc-parler là parce qu'il y a certains que j'ai jetés dans le giron de la presse béninoise qui aujourd'hui, on trouve qu'ils ont déjà poussé des ergots. Et bon, c'est tant mieux, hein. C'est tant mieux parce que quand tu fais quelque chose de façon positive et tu ne regrettes pas, c'est Dieu qui véritablement t'apporte les soutiens. Alors, Patrick Novidé, c'est complètement et totalement terminé. Nous étions sous la responsabilité de Ulrich Achovissi, qui a été donc magnanime, c'est le réalisateur de cette émission-là, sous la responsabilité de Nestor Kilokou, patron incontesté des lieux. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Le décor, d'abord, il est naturel, le vent souffle, le cadre n'est pas étouffant, ce que j'ai apprécié. On a dit le refuge du roi. Lorsque vous venez au palais et que vous êtes dans les bonnes grâces du roi, vous êtes reçu comme cela se voit. Ça a été un plaisir immense pour moi. Je ne me ferai pas marchander lorsque mon agenda le permettrait pour venir encore à l'école de Saint-Macédon pour vous représenter pour la presse. Je crois que les gens ont la mémoire courte. Nous serons là pour vous célébrer de votre vivant. Et les actes que vous posez aujourd'hui, leurs échos résonnent dans l'éternité. Merci à ta modeste personne. Peut-être que le 31 juillet prochain, nous allons nous retrouver pour la nuit de l'indépendance sous la responsabilité de Nestor Kilokou. Il ne nous a pas encore décliné le programme qui sera fait. De toute façon, j'espère qu'il le pense véritablement parce qu'il a son lieutenant juste à ma droite, Mathias Kombou. Mathias, c'est désormais fini pour cette émission. Votre mot de la fin.
Il y a un auteur africain qui dit « Fais beaucoup de bien, va jeter dans la mer. Si les poissons l'ignorent, Dieu reconnaîtra. » Merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Vous avez été formidable. Eh bien, madame, monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer en compagnie de deux mastodontes de la presse sportive béninoise. Terminus, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour très prochainement.